Donc je vais vous parler de la prise en compte de symétrie dans Kaya. Alors lorsque Alain m'a appelé, c'était au mois d'octobre, je crois, au début novembre, pour me demander si j'acceptais de faire une présentation au cours de cette journée en hommage à Jacques Pitra. En fait, mon premier réflexe, c'était de lui dire que j'étais pas forcément le mieux placé, j'étais peut-être pas le plus légitime, parce qu'en fait, j'étais pas doctorant de Jacques Pitra, j'étais doctorant de Jean-Louis Laurière. Et puis je lui ai dit, bah écoute, si vraiment tu as besoin de quelqu'un pour faire un exposé, ben, je vais parler d'un papier que Jacques Pitra m'avait envoyé et demandé de relire. Et donc, en fait, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne me sentais pas forcément le plus légitime, étant donc doctorant de Jean-Louis Laurière, mais il se trouve que en fait, je voudrais rendre hommage à Jacques Pitra et à Jean-Louis Laurière aussi par la même occasion. Parce qu'en fait, quand on était doctorant avec ces deux professeurs, nous étions conviés, enfin ça a été dit tout à l'heure par Monique, une fois par mois, nous étions conviés, donc tous les doctorants de Pitra et de Laurière, à une après-midi où trois d'entre nous étions appelés à présenter nos travaux de thèse, ce qui est très intéressant, enfin les travaux, les blocages, les difficultés, ce qui marchait bien, etc. Et donc on le faisait à peu près 2 fois par an, du coup on était à peu près une quinzaine je pense de mémoire. Et en fait c'est à la fin de nos exposés on avait droit aux remarques, aux suggestions, aux conseils à la fois de Jacques Pitra et de Jean-Louis Laurière, que l'on soit doctorant de Jacques Pitra ou doctorant de Jean-Louis Laurière. Et c'était vraiment une très très grande chance, je crois qu'on a tous apprécié ça. D'ailleurs ce qui était remarquable c'est qu'ils étaient, en ce qui concerne Elia, ils étaient toujours d'accord sur tout, que ce soit le déclaratif, la métaconnaissance, et quand deux personnes, deux professeurs que vous admirez vous disent la même chose, c'est très convaincant, vous avez envie de faire ce qu'ils vous proposent. Voilà, ensuite, je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai aussi la chance de participer au séminaire de Berder plusieurs fois, où là aussi j'ai pu suivre les travaux de Jacques Pitra, les présentations qu'il faisait de son système qui était massiste à l'époque, ce qui était toujours passionnant. Et puis donc à la fin, enfin c'était en 99 ou en l'année 2000, il m'a fait à la fois l'honneur et le plaisir de m'envoyer un papier qu'il avait rédigé, une première version d'un papier, en me demandant de le relire, éventuellement de faire des remarques. Et c'était un papier où il parlait de la prise en compte des symétries, de comment casser les symétries dans l'implémentation d'Alice qu'il avait faite dans son système. Alors, je voudrais remercier Monique Baron parce qu'il se trouve malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cet exposé, et ce papier je ne l'ai pas retrouvé, j'ai cherché partout, mais en fait d'ailleurs je sais pas, je sais pas, la version, moi j'ai pas retrouvé, peut-être, en tout cas la version que moi que j'avais demandé de relire, qui était une version probablement qu'il a amendée ensuite. Je ne l'ai pas retrouvé, d'ailleurs j'aurais peut-être pas pu le relire parce que j'ai maintes fois changé d'ordinateur, système d'exploitation et même de système de traitement de texte, donc voilà. Mais il se trouve que grâce à Monique qui m'a aidé à faire une recherche comme ça, on a retrouvé, j'ai trouvé ce papier, alors vous le connaissez peut-être, j'ai mis l'adresse, c'est un papier où il présente en fait, le papier s'appelle Step Toward an Artificial Intelligence Scientist, et donc oui, alors il présente plusieurs choses, c'est tout son système dans ce papier, mais entre autres il parle aussi des symétries, de la manière de casser les symétries, et donc je me suis du coup inspiré de mon souvenir et de ce papier pour vous faire cette présentation. Alors, dans son papier, il présente Kaya. Alors, je vais certainement pas décrire Kaya en détail, je suis sans doute pas le mieux placé pour le faire, et je crois qu'il y a un exposé cet après-midi qui va le faire, donc il le fera mieux que moi. Je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce que Jacques Pitra, dans son papier, appelle la société des agents de Kaya, qui est composée de 5 agents. Alors, il y a une hiérarchie. Donc, le premier agent en bas de la hiérarchie, c'est Malice, qui résout un problème combinatoire qui lui est donné par l'agent Monitor. Monitor contrôle Malice, c'est-à-dire il regarde si Malice est en train d'avancer vers une solution, si la propagation de contraintes se passe bien, est-ce qu'elle est inutile, coûteuse, prend trop de temps. Lorsque Malice a propagé une contrainte et dit là je suis bloqué, j'ai envie de choisir une variable et une valeur pour cette variable et de progresser dans la résolution du problème, eh bien c'est Monitor qui va faire ce choix d'une variable et d'une instance et passer ça à Malice pour poursuivre la résolution. Pour ceux qui connaissent Alice, l'outil la thèse d'état de Jean-Louis Laurière, en fait, l'équivalent d'Alice, c'est peu ou prou, c'est Malice plus Monitor, en fait. Et peut-être même une partie aussi de Manager, pour au moins la dernière version d'Alice que Jean-Louis Laurière avait appelée Rabbit.
Ensuite, le troisième agent, c'est manager, qui gère le comportement de monitor, qui lui alloue par exemple du temps, qui regarde s'il ne passe pas trop de temps à des tâches, qui propose des expériences et aussi, ce qui est vraiment très original, qui génère des nouveaux problèmes. À partir des problèmes qu'il a, il génère toute une famille de nouveaux problèmes et les résout pour voir si il essaie de générer des problèmes intéressants. Ensuite, il y a Advisor qui lui teste le comportement de manager. Est-ce qu'il n'y a pas de bouclage, est-ce qu'on ne perd pas du temps, est-ce que les tâches qui sont effectuées sont intéressantes. Voilà. Et enfin, alors donc rapidement, et ensuite il y a un cinquième agent mais qui n'est pas dans la hiérarchie, qui s'appelle Zeus, et qui est appelé par un mécanisme d'interruption et qui vérifie qu'il n'y a pas de bouclage en fait, et le cas échéant, il relance manager pour refaire une vie du système en fait. Alors pourquoi travailler sur les symétries quand on résout le problème combinatoire? En fait, c'est très très important et c'est pour l'efficacité de la résolution, c'est essentiel. Pour réduire la combinatoire, on va voir des exemples, mais aussi pour d'autres choses. Hein. Par exemple, si on vous donne un problème, on dit qu'il existe une solution unique, eh bien en fait, le fait de découvrir des symétries, ça va vous permettre de résoudre également le problème, puisque s'il y a des symétries, soit il n'y a pas de solution, il n'y aura pas de solution symétrique, soit s'il y en a une, il y en a plusieurs. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une solution unique. Voilà, ce qui est une manière élégante de résoudre le problème de existe-t-il une seule solution à un problème, par exemple. Il y a d'autres cas aussi où c'est très intéressant. Et de toute façon, c'est vraiment très important pour l'efficacité de la résolution. Alors, je vous ai présenté les hiérarchies parce qu'en fait, la découverte des symétries et le fait de casser les symétries est fait par l'agent manager. Et c'est bien à ce stade-là qui doit être fait, puisqu'en fait, le manager travaille sur l'énoncé du problème et ensuite, le couple monitor plus malice résout le problème qui lui est passé. Et on va voir que les symétries sont rajoutées en fait dans l'énoncé du problème. C'est un problème enrichi qui est passé au couple monitor plus malice. Et aussi, d'ailleurs, une fois qu'on a découvert des symétries, il faut en faire quelque chose. Et donc, l'ajout de contraintes qui permettent de casser les symétries, d'éviter de perdre du temps dans la résolution en découvrant beaucoup de solutions qui sont symétriques, eh bien, il est fait aussi par manager. Pour autant, Malice connaît les symétries qui lui sont passées. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, dans le papier original de 2000, je crois que ce n'était pas cet exemple-là, mais peu importe, celui-ci est très bien. Et je l'ai repris dans le papier dont je vous ai donné la référence. Voilà, et en fait cet exemple, c'est le cube magique 3 sur... il y a une petite erreur, c'est 3 sur 3 sur 3, c'est un cube. Voilà, et donc alors j'en ai fait une représentation ici un petit peu en perspective, mais en fait c'est un cube 3, 3, 3 avec 3 tranches, et je les ai détachées pour qu'on voit bien les petites cases dans lesquelles on va venir placer les 27 entiers de 1 à 27, et on va placer chaque entier une fois dans chacune des cases, évidemment en respectant des contraintes. À savoir que les contraintes, là aussi c'est 3, 3, 3. Hein. C'est tous les plans constitués de 9 cases doivent avoir la même somme. Et la valeur de cette somme n'est pas donnée au début à l'énoncé du problème. Donc alors en fait, je sais pas si, c'est pas trop dur à visualiser, mais vous voyez par exemple, donc il y a évidemment ce plan-ci là, constitué des petits cubes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la somme des valeurs qui seront mises dans ces cases-là doit être égale à une certaine valeur val. Et c'est vrai aussi pour tous les plans verticaux, horizontaux et même les plans horizontaux, par exemple le plan du haut ici. Et aussi les plans, alors qui sont peut-être un peu plus durs à représenter, les plans diagonaux. Ici, par exemple, si on regarde le cube 3, 3, 3 par la droite, eh bien, il y a aussi ce plan ici qui est constitué des cases 1, 2, 3, 13, 14, 15 et 25, 26 et 27. Et naturellement, tous les autres plans que l'on peut déterminer dans ce cube 3, 3, 3. Alors, je l'ai ici représenté l'énoncé du problème, qui est très élégant et très court, hein, à la Malice ou à la Alice aussi, pour ceux qui veulent. Hein. Donc, ça se fait comme ceci. On dit soit une constante n, j'ai mis ici égal à 27. Je pense qu'en fait, on dit soit constante n, le système demande la valeur de n, hein, mais enfin, bon, c'était juste pour simplifier. Soit un ensemble E, qui est égal à en fait, l'intervalle des 27 premiers entiers. Donc, un ensemble constitué des 27 premiers entiers, de 1 à 27. Et ensuite, eh bien, il faut trouver la valeur d'une variable val et une bijection f de E dans E avec les contraintes qui disent, en fait, c'est les contraintes que j'ai expliquées sur le transparent précédent, qui disent qu'en fait, la somme des plans est égale, sont tous égales à une certaine valeur val qu'on ne connaît pas. Par exemple, f de 1 plus f de 2 plus f de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le premier plan vertical que j'ai montré tout à l'heure, qui est égal à val. Voilà, il y a comme ça 15 contraintes qui correspondent aux 15 plans qu'on peut définir dans un cube 3, 3, 3.
Alors les symétries, alors en fait on voit bien intuitivement que dans ce cube 3-3-3 il y a des symétries, hein, c'est vraiment des symétries géométriques, hein, on se dit bah oui il y en a, et en fait on va voir qu'il y en a quand même d'autres qui ne sont pas du tout évidentes et que le système de Jacques Pietrat trouvait. Donc Manager commence par chercher des symétries, et pour faire cela, et là on est vraiment bien dans l'esprit méta de Jacques Pietrat, hein, eh bien il le fait en posant un problème combinatoire à malice qui consiste à lui dire de trouver G, une bijection de l'ensemble des variables dans l'ensemble des variables, une permutation des variables si vous voulez, et qui laisse les contraintes inchangées. Alors en fait là il y a une petite, enfin je reviendrai là-dessus dans un transparent suivant ou celui d'après, parce qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça pour être vraiment correct d'un point de vue formel. Et ici sur ce problème là, Malice trouve 47 solutions. 47 symétries, dont certaines pas évidentes, je vais vous en montrer une, et qui est difficile à voir d'un point de vue géométrique. Et donc ça veut dire que lorsque on trouve une solution, en fait on en a 47 autres immédiatement, donc on a à chaque fois 48 solutions. Et donc le système n'a pas à énumérer ces 48 solutions, il les trouve immédiatement. Alors voilà une symétrie, alors j'ai essayé de le représenter comme j'ai pu, c'est pas évident, mais voilà une symétrie par exemple, qui est pas vraiment une à laquelle on aurait pensé géométriquement. J'ai utilisé un petit code couleur entre clair et foncé, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous voyez par exemple alors les trois cases 1, 2, 3 qui sont en rouge, rose clair, hein, voilà. En fait, les cases qui leur correspondent dans cette symétrie sont les cases 9, enfin en foncé, hein, donc 9, 18 et 27. Voilà, les cases alors 10, 11, 12 en vert clair leur correspond les trois cases alignées 8, 17 et 26. Et les 4, 5, et les cases 4, 5, 6 du premier plan, là, vertical, ces cases correspondent les cases 6, 15 et 24. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est des couples de 3 cases qui d'ailleurs ont un peu la même situation dans le cube, hein. Soit c'est des arêtes, soit c'est des alignements de 3 cases centrales aux faces. Ah oui, alors en fait 4, 5, 6, en fait 6 n'est pas l'image de 6, 4 est l'image de 6, 5 est l'image de 15 et 6 est l'image de 24. C'est pour ça que le 6 je l'ai mis dans les deux couleurs, il y a à la fois départ et arrivée. Voilà, ben ça en fait ce sont quand même des symétries qui ne sont pas du tout évidentes à voir à la main. Mais avec un système qui sait le faire, effectivement on ne les rate pas. Alors, ben, lorsqu'on a détecté les symétries, ensuite, ben, il faut les casser, hein. Il faut être capable justement d'éviter de générer des solutions symétriques pour l'efficacité. Et comment on fait ça? Eh ben, en fait, en ajoutant des contraintes. Et là, on voit que c'est bien aussi au niveau de l'expression du problème lui-même et avant la résolution qu'on le fait. Donc, c'est bien dans Manager qu'on fait ça. Donc, on ajoute des contraintes. Alors par exemple, dans la symétrie précédente, eh ben, il suffit d'ajouter une contrainte qui, pour deux variables qui se correspondent dans la permutation, ben, il suffit de dire que l'une est plus grande que l'autre et du coup, on ne pourra pas avoir la solution symétrique. Donc par exemple, on peut ajouter f de 1 inférieur à f de 9, ou supérieur, d'ailleurs on pourrait mettre supérieur aussi, ou f de 2 inférieur à f 18, ou f de 11 inférieur à f 17, etc. Alors une remarque intéressante que Jacques Pietrat fait dans son papier, c'est qu'ajouter une contrainte peut permettre de casser plusieurs symétries. Et donc là, ça c'est vraiment intéressant. Et donc en fait, là on a un autre problème combinatoire qui est un problème d'optimisation qui consiste, et que donc il a mis dans son système, et qui consiste à déterminer l'ensemble minimal de contraintes qui permettent de casser toutes les symétries. Ce qui n'est pas si simple, hein. Et en fait, ici, là, sur ce problème, avec 14 contraintes, on peut casser les 47 symétries différentes, ce qui est assez élégant. Ensuite, ces symétries, donc au niveau de l'énoncé du problème, sont passées à Malice par l'agent manager. Alors, ce qui lui permet, dans le Malice les connaît, donc quand il trouve une solution, bah, ça lui permet de générer des solutions symétriques, évidemment, sans devoir les redécouvrir plus tard. Et ce qui est, je trouve ça vraiment très beau, mais aussi de générer de nouvelles contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, avec Malice est capable de travailler formellement sur les contraintes et de déduire des nouvelles contraintes à partir des contraintes du pool de contraintes qu'il possède. Et ben, par exemple, quand Malice trouve la contrainte, qui est une contrainte très intéressante, parce qu'elle ne contient que 3 variables, donc on peut l'utiliser de manière très efficace, f de 5 plus f de 14 plus f de 23 égale 42, eh bien, il va en déduire 2 nouvelles contraintes, 2 parce qu'il va utiliser toutes les symétries possibles avec, à chaque fois, en permutant, ben, en associant dans les symétries la variable qui va être associée à f de 5, celle qui est associée à f de 14 et f de 23, et en fait, du coup,
on trouve uniquement deux nouvelles contraintes par symétrie et non pas 47. Pas 47 parce qu'en fait cette contrainte ne possède que 3 variables. Donc il y a beaucoup de symétries qui sont des permutations de variables en fait, dans lesquelles ces 3 variables sont substituées par le même sous-ensemble de variables dans les symétries. Voilà, il y a de nombreuses symétries où f de 5 sera associé à f de 11 par exemple. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être précis sur la manière de définir formellement comment on trouve une symétrie. En fait, il ne suffit pas de trouver une permutation des variables. En réalité, on cherche deux bijections. On cherche une bijection sur les variables, mais aussi une bijection sur les contraintes. Et en fait, on cherche même plutôt une bijection sur les contraintes qui induisent une bijection sur les variables. Et ça, c'est assez fort comme travail parce que, en fait, bon là, sur les contraintes que j'ai montrées tout à l'heure, on n'a qu'un opérateur somme-variaire. Enfin, si vous voulez, on a des opérateurs plus qui sont tous binaires, mais le plus, il est commutatif, associatif. En fait, toutes les variables, tous les membres gauche des variables jouent le même rôle. Donc, c'est relativement simple. Mais il faut imaginer, lorsque dans l'expression des contraintes, on a des opérateurs qui ne sont pas commutatifs, par exemple, si on a des divisions, des soustractions, etc. Donc moi, je pense que ce que Jacques Pitra est obligé de faire, il ne le dit pas dans son papier, mais c'est vraiment de représenter les contraintes sous la forme d'un arbre syntaxique, et ensuite de mettre en œuvre un algorithme d'unification pour vérifier que quand il se fait correspondre, quand son système fait correspondre deux contraintes associées à une permutation de variables, ou à une bijection sur les variables, eh bien on obtient bien les mêmes contraintes par identification. Il faut un algorithme d'unification, je pense. Donc c'est quand même un travail assez conséquent. Et d'ailleurs, il mentionne aussi un autre point, il dit que ça l'a surpris, et c'est pas du tout intuitif, c'est que autant on imagine que des permutations différentes sur les variables peuvent induire la même bijection sur les contraintes, autant il existe des cas où des bijections différentes sur les contraintes peuvent induire la même bijection sur les variables, ce qui n'est pas du tout en fait évident à voir comme ça quand on le sait pas. Et donc en fait ça correspond à une seule symétrie. Alors, j'ai donné un exemple de contrainte qu'on pouvait rajouter, mais en fait, dans son système, Jacques Pitra a fait quelque chose d'un petit peu plus général. En fait, là, c'était un petit peu... On est dans le cas où toutes les variables doivent prendre des valeurs différentes, donc c'est plus simple. Hein. Mais donc, dans ce cas-là, on peut juste rajouter une seule contrainte entre deux variables qui se correspondent dans une symétrie, et on casse la symétrie. Mais dans le cas général, la contrainte à rajouter est plus complexe. Si vous avez, alors du coup là j'ai pris juste un exemple qu'il mentionne aussi d'ailleurs, mais avec seulement 3 variables. Hein, si vous avez une symétrie qui fait correspondre à la variable u, la variable x, à la variable v, à la variable y, à la variable w, à la variable z, alors la contrainte d'élimination elle est un peu plus compliquée qu'une seule contrainte inférieure. Hein. C'est celle-ci. Donc c'est la contrainte u est inférieure à x, ou u est égal à x et v est inférieur à y, ou u est égal à x et v est égal à y et w est inférieur à z, ou alors en fait les 3 variables doivent être égales. Voilà. Et Jacques Pitra mentionne que manager en fait dans des cas, parce que ce sont des contraintes un peu dures à manipuler avec des ou, et donc il rajoute aussi la contrainte qui est plus simple, qui est moins forte mais qui permet d'éliminer beaucoup de cas, u inférieur ou égal à x, ce qui déjà élimine beaucoup de symétrie et évite de devoir manipuler la contrainte plus grosse trop souvent. Alors, dans ce papier, Jacques Pitra mentionne aussi que Manager ne sait pas trouver toutes les symétries. Alors d'abord parce qu'il n'a pas donné le métathéorème qui permet de déduire d'autres cas de symétrie, comme celle que je mentionne, et aussi pour une autre raison. Alors dans le problème du cube magique, il existe une autre symétrie qui consiste pour chaque variable à substituer la valeur d'une variable v par 28 moins v. Alors, nous, intuitivement, on se dit 28, oui, puisque en fait, les variables prennent les valeurs de 1 à 27. Donc, si on fait 28 moins v, on a à nouveau les variables de 1 à 27, mais inversées. Mais en fait, il faut le trouver un petit peu formellement. Et en fait, voilà comment on pourrait le faire. Il faut d'abord connaître la valeur de val, c'est-à-dire le membre droit des contraintes, qui vaut 126 ici. Et pour montrer que
chaque contrainte reste inchangée si on substitue V par 28 moins V. En fait, c'est un changement de variable comme on fait classiquement en mathématiques. Et par rapport à tout à l'heure où on cherchait une bijection de l'ensemble des variables dans l'ensemble des variables, en fait, on cherche ici une bijection d'un ensemble de variables sur un autre ensemble de variables qu'on pourrait définir comme V égale 28 moins V. Alors, pourquoi 28 et comment on le trouve? En fait, vous avez cette contrainte, f de 1 plus f de 2, par exemple, mais les autres c'est pareil, égale val qui est égal à 126, et ça, Malice va le démontrer au cours de sa résolution. Si vous substituez f de 1 par x moins f de 1 et f de 2 par moins f de 2, pardon, etc. Et bien en fait, vous allez voir que par manipulation formelle, vous trouvez 9x c'est égal à f de 1 plus f de 2 plus f de 9 plus 126 égale 252. Et du coup, vous pouvez déduire la valeur de donc le double de 126. Et on peut trouver ainsi, prouver la valeur de x et savoir qu'on substitue v par 28 moins v, parce qu'ensuite, x, sa valeur, c'est 252 divisé par 9. Mais il faut connaître la valeur de val avant de pouvoir faire cette substitution-là. Et il se trouve que, en fait, la recherche dans Kaya, disons, la recherche des symétries et le fait de casser les symétries, il est fait à l'énoncé du problème, il n'est pas fait ensuite en cours de résolution, ce qui pourrait être fait, qui est plus complexe, mais ce n'est pas refait. En fait, dans l'esprit, fondamentalement, quand on résout un système, à chaque fois qu'on résout un sous-problème, on a un nouveau problème sur lequel on pourrait réfléchir et trouver aussi peut-être des nouvelles symétries. Bon, ça n'a pas été fait. Et il dit d'ailleurs que c'est pour ça qu'il ne le trouve pas. D'ailleurs, déjà, on ne trouve pas aussi d'autres types de symétries que j'ai appelées locales, qu'on pourra appeler des sous-symétries ou des symétries partielles. Alors ici, l'exemple du jeu dominos, qui consiste à poser des dominos avec des valeurs sur les deux petites cases, sur un carré pour le rendre magique. Donc c'est pas tout à fait le problème du carré magique. Et il peut y avoir par exemple des doubles. Un double 5, et bien si on le pose dans un sens ou si on le retourne, on a évidemment une symétrie, on a la même solution, donc c'est dommage de perdre son temps à faire ça. Ou on peut aussi avoir des doublons, c'est-à-dire deux fois le même domino. Donc ça aujourd'hui, c'est pas le trouver. Voilà. Et alors, trouver toutes les symétries, en fait, c'est un métaproblème très très difficile, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment très très utile, vraiment très important pour l'efficacité des solveurs de problèmes combinatoires. Alors là, en fait, je voulais juste montrer pour mon dernier transparent que ce travail que Jacques Pitre avait fait, et d'ailleurs, pour moi, j'ai vu la première version, il a rajouté des choses, je pense, depuis, mais en 2000 à peu près, c'est-à-dire il y a quand même une vingtaine d'années. Je crois que c'était vraiment très novateur et très précurseur. Je voudrais remercier aussi Nicolas Belliciano, que j'ai un petit peu sollicité pour me donner quelques pointeurs et quelques références sur des travaux justement sur la manière de détecter des symétries et de les casser sur les problèmes, dans les problèmes combinatoires. Je vous laisse les lire, il y a des papiers, il y a un cours qu'on peut trouver sur internet d'une personne de l'université d'Uppsala, il y a des gens de l'université de Saint-Andrews qui ont travaillé aussi. Alors je n'ai pas trouvé de papier directement sur les symétries, mais ces personnes donc, ont travaillé aussi sur les symétries. J'aurais aussi cité la thèse d'une personne qui a fait sa thèse chez nous à EDF et d'ailleurs qui est embauchée maintenant, Cécile Rotner, qui a fait une thèse sur les aspects combinatoires du unit combination de problème, et une partie de sa thèse s'apporte aussi sur la détection de sous-symétrie, sur des sous-ensembles de variables, mais dans un cadre qui est le cadre de la programmation linéaire en nombre entier, c'est-à-dire où toutes les contraintes s'expriment avec des expressions linéaires et où les variables entières en fait sont des variables booléennes en 0,1. Voilà. C'est un très très bon travail, et d'ailleurs elle a eu le prix de la meilleure thèse à la conférence RODEF de 2019, si je ne me trompe. La RODEF, c'est la société savante qui est à la recherche opérationnelle, puisque la FIA est à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je crois qu'il y a des liens entre les deux sociétés, il y a des journées communes qui sont organisées. Voilà, et enfin le dernier mot, c'est sur Yael Lerner, pour faire le lien aussi un petit peu à ce qui a été présenté juste avant, que Jacques Pitre cite dans son papier, c'est A Note on Syntactic Symmetry and the Manipulation of Formal Systems by Machine. Alors là, en fait, le domaine, c'est pas tout à fait un problème combinatoire, même s'il y a des liens. Il s'agit d'un système formel, en fait, un système de démonstration de théorème, et où l'auteur explique que lorsqu'il y a des symétries sur les prédicats, on peut être amené à déduire plein de fois par symétrie les mêmes théorèmes. Voilà, et donc il donne une règle pour casser ces symétries, et il dit d'ailleurs, on est vraiment dans la même époque et le même domaine
que Jacques Pittrat il explique qu'il a aussi un théorème, et ce théorème est un métathéorème en fait, qui permet de travailler sur les théorèmes. Et d'ailleurs, je pense que le travail de la thèse de Jacques Pittrat était vraiment dans ce domaine de manière indépendante, puisqu'à l'époque, les communications à travers l'Atlantique n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. C'était pas si simple. Voilà. Enfin, en tout cas, ouais, il y avait toute une école. Voilà. Bah, écoutez, voilà pour ma présentation. Merci de votre attention.